Bonjour à tous et bienvenue à la correction de l'examen informatif en vue de l'examen 2 qui aura lieu ce vendredi. Alors, lançons-nous tout de suite dans la correction de ce formatif-là. Premier numéro. Dans le circuit ci-contre, chacune des 9 résistances vaut 12 ohms. Calculez la résistance équivalente du circuit. Bon, donnez-moi 30 secondes. Je vais tout simplement retranscrire le schéma sur ma feuille, puis ensuite, je vais pouvoir vous montrer comment on va calculer la résistance équivalente de toute cette chose-là. Bon, pratiquement fini, là, on va passer ici. Voilà. Ça. Ah non, il n'y a pas de résistance ici. OK, donc ça, c'est mon circuit. On l'a vu en classe. Première question qu'on doit se poser. Est-ce qu'il y a des courts-circuits? Oui, il y a un court-circuit. Si vous n'êtes pas capable de le voir, je vous donne un petit truc. OK? Un court-circuit va avoir lieu lorsque les deux bornes d'une résistance vont être dans une section de potentiel constant. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de la section là, où est-ce qu'on dessinait, qu'on mettait une mise à la terre. Disons, je mets ma mise à la terre là. Puis ensuite, on encerclait nos morceaux de circuit. Puis on se disait, par exemple, là, ça c'est ma pile. On disait, par exemple, mon morceau de fil ici, comme ça. Tout ça, c'est à un potentiel V égale à 0. Bon, le but ici, c'est pas de déterminer que vaut le potentiel dans chaque section. Mais je vais encercler les bouts de fil juste pour vous montrer quelles sont les ondes de potentiel constant. OK? On en a une ici en bas. Ensuite, on en a une tout petite ici entre la pile puis la résistance. Ensuite, après la première résistance, on a ce bout de fil-là. Puis là, on doit continuer tout le long du fil. Bon, puis là, voyez-vous, je suis en train de dessiner une zone où est-ce que mes deux résistances d'en haut, là, ces deux-là, voyez-vous, de chaque côté de cette résistance-là, on est à un point de potentiel constant. Ici et ici, ici et ici, la différence de potentiel aux bornes de ces résistances-là égale à 0. Si la différence de potentiel égale à 0, on n'oublie pas que la différence de potentiel, c'est aussi égal à RI. Donc, si la différence de potentiel égale à 0, ben, c'est nécessairement parce que le courant est égal à 0. Donc, celle-là et celle-là sont court-circuitées parce qu'il n'y a pas de courant qui passe à travers. OK? Donc, ça nous laisse ces 6 résistances-là plus celle du début qu'on a ici. Je pourrais aussi dessiner là, ma dernière zone de potentiel constant ici, comme ça. Voilà. Bon. Donc là, ensuite, ben, là, il faut juste le voir que ces 3 résistances-là sont en parallèle. Pourquoi ces 3-là sont en parallèle? Bien, c'est que si je regarde la différence de potentiel aux bornes de cette résistance-là, je vais donc prendre un point dans cette zone-là, moins un point dans cette zone-là. Mais ça va me donner le même résultat que si je le fais aux bornes de cette résistance-là. Parce qu'aux bornes de cette résistance-là, je vais prendre un point là, moins un point là. Même chose ici, un point là, moins un point là. Donc, quand la différence de potentiel est égale aux bornes de plusieurs résistances, ben c'est que ces résistances-là sont en parallèle. Donc, ces 3 résistances-là en parallèle, et même logique pour ces 3-là. Ces 3-là sont aussi en parallèle entre elles pour la même raison. Cette borne-là moins cette borne-là donne une différence de potentiel qui est la même que cette borne-là moins cette borne-là et que cette borne-là moins cette borne-là. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire le circuit au fur et à mesure. Je vais juste nommer mes résistances pour que ce soit plus facile de s'y retrouver, là. Donc cette résistance-là, je vais l'appeler la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Les 2 premières qui sont là, je les nomme pas parce qu'elles sont court-circuitées, donc c'est comme si elles n'existaient pas, puis c'est la même chose. Donc là, je vais redessiner ce circuit-là. Résistance 1, elle ne change pas. Là, quand mes résistances sont court-circuitées, j'ai juste besoin de dessiner un bout de fil. C'est comme si mon courant, il passait seulement par ce bout de fil-là. Ensuite, ces 3-là en parallèle, je vais les remplacer par une seule résistance que je vais appeler
2, 3, 4. Ça, c'est ma 1. Ça, c'est ma 2, 3, 4. Et ces 3-là, ensuite, on voit que ces 3-là sont à la suite du premier groupe de 3. Donc, après la 2, 3, 4, je vais en avoir une autre. Ici, que je vais appeler la 5, 6, 7. Puis là, tout ce que j'ai à faire, c'est de calculer la résistance équivalente de la 2, 3, 4 et de la 5, 6, 7. Donc, résistance de la 2, 3, 4, ben ce sont 3 résistances en parallèle. Donc, je dois les calculer de la façon suivante. Là, j'additionne leur inverse. Puis, chacune des résistances vaut 9. Fait que 1 plus 9, plus 1 plus 9. Pardon, plus 1 sur 9, plus 1 sur 9. Tout ça à la moins 1, ça va me donner un résultat de 4 ohms. Bon, pour R5, 6, 7... ben, c'est exactement la même chose, parce que c'est encore 3 résistances de 9 qui sont en parallèle. Donc, c'est comme si je faisais 3 neuvièmes. 1 plus 1 plus 1 sur 9, ça donne 3 neuvièmes. Hein? À la moins 1 égale à 4. Ah non, pardon, excusez, là, je suis dans les patates, là, à côté. C'est pas 9, c'est 12 ohms. Excusez-moi. C'est 12 ohms. Semblait aussi que ça pouvait pas donner 4 ohms, ce résultat-là. Là. Excusez, j'ai mélangé les deux chiffres qu'on me donnait dans l'énoncé. OK, donc c'est des résistances de 12 ohms. Donc ça me donne 4 ohms par groupe de 3 en parallèle, comme ça. OK? Ensuite, je peux encore réduire ce circuit-là, mais là, vous voyez que ce circuit-là, j'ai une résistance 1 en série avec la 2, 3, 4 qui elle-même est en série avec 5, 6, 7. Si vous n'êtes pas certain de reconnaître des résistances en série ici, ben des résistances en série sont parcourues par le même courant. Donc ça veut dire que le courant qui sort de la pile ici n'a pas le choix de traverser à travers R1. Ensuite, le courant n'a pas le choix de traverser à travers R2, 3, 4 et pas le choix de traverser à travers R5, 6, 7. Donc, ça veut dire que ces 3 résistances-là sont parcourues par le même courant, donc elles sont en série. Et donc, essentiellement, ce qui me reste comme circuit final, ben, c'est tout simplement ceci. Hein? Résistance équivalente. Où est-ce que ma résistance équivalente va être le calcul des résistances en série, ces 3-là. Donc, ça veut dire la résistance R1, c'est tout simplement 12 ohms. La résistance 2, 3, 4, c'est 4. Et la résistance 5, 6, 7, c'est 4 aussi. 12 plus 4 plus 4, ça donne 20 ohms. Et c'est la réponse de mon numéro 1. Passons au numéro 2 maintenant. Numéro 2. Dans le circuit présenté sur le schéma ci-contre, je vais vous le centrer. Epsilon égale à 10 volts. Les valeurs de résistance R1, R2 et R3 sont respectivement de 40, 60 et 100 ohms. Déterminez le courant, grandeur et orientation qui circulent dans chaque branche du circuit. OK. Donc, numéro 2, je vais représenter ça rapidement. On a 10 volts qui sort de la pile. Ensuite, résistance 1 de 40 ohms. Puis, ensuite, on se sépare en 2 branches, une du centre qui est de 60 ohms et celle à droite qui est de 100 ohms. Bon, première chose, quand on voit un problème comme ça, on va identifier nos hypothèses de courant. Je dis hypothèse parce qu'au départ, on ne peut jamais être vraiment certain de quelle direction va le courant. Sauf dans le cas où est-ce qu'on a une seule source. C'est le cas ici. Une seule source, et on s'entend, là, le courant, on le sait, il va sortir de la pile dans cette direction-là. Donc ça, ce courant-là, je vais l'appeler le courant I1. Ensuite, ce courant I1-là va se diviser en deux branches. Donc, on va avoir ici, hein, quand il va entrer au nœud qui est là, il va se diviser dans un courant qui va vers le bas. Je peux l'appeler comme je veux. Mettons, je l'appelle I3, puis j'ai un courant qui va continuer vers la droite. Mettons que je l'appelle I2. J'aurais pu faire l'inverse. C'est vraiment pas grave, parce que de toute façon, à la fin, on va retrouver les mêmes réponses, peu importe comment on appelle nos courants. Bon. Et là, moi, je vais décider de résoudre le problème par les lois de Kirchhoff. On aurait pu le faire avec les régions de potentiel, mais je le ferai pas avec le potentiel parce que le numéro 3, je vais le faire avec le potentiel. Fait qu'on va se laisser là,
un peu de variété ici. Donc, pour faire Kirchhoff ici, ben, je vais avoir besoin d'une loi des nœuds qui est pas mal déjà dessinée. Hein? Loi des nœuds, c'est de regarder le nœud qui est là puis de dire que le courant I1 qui rentre doit être égal à la somme des courants qui sortent du nœud. Donc, I2 plus I3. Fait que je peux dire I1 égale à I2 plus I3. On va appeler ça mon équation 1. OK? Ensuite, je vais devoir faire ma loi des mailles. Puis là, on a vu que ça nous prend 2 lois des mailles dans le cas où est-ce que j'ai 3 branches ici et 2 nœuds. Donc, je pourrais choisir n'importe quelle 2 mailles parmi les 3 mailles. Hein? Mes 3 mailles, là, si je le fais rapidement, ça serait mon premier morceau gauche ici. Hein? Une maille, je pourrais tourner dans ce sens-là ou dans l'autre sens, c'est pas bien grave. Ma deuxième maille, ça serait la portion de droite. Et la troisième maille, ça serait le grand tour au complet. Donc, on choisit n'importe lesquels des deux. OK? Mettons que ma première maille, ça va être celle-là. Je vais l'appeler la maille 1. Puis que mon autre maille, ben, c'est la portion de droite. Je vais l'appeler ma maille 2. OK? Bon. Je vais faire la maille 1. Maille 1. Et, bon, ben là, vous connaissez là, la façon d'appliquer ça. Là, hein, la loi des mailles stipule que la somme des différences de potentiel le long de la maille est égale à 0. Donc là, mettons que je pars ici, juste avant ma pile. Je traverse ma maille en tournant dans ce sens-là. Donc là, je vais traverser ma source dans le même sens que son orientation. Donc je vais ajouter 10 volts. Ensuite, je me déplace, je traverse une résistance dans le même sens que le courant. Quand je fais ça, je vais perdre une différence de potentiel égale à RI. Donc, résistance, c'est 40, puis le courant qui la traverse, c'est I1. Donc, moins RI1, moins 40 I1. Je continue, ensuite je traverse la 60 ohms dans le même sens que le courant I3, donc je vais perdre différence de potentiel égale à RI, donc moins 60 I3 égale à 0. Et là, ce que je vais faire, je vais tout de suite... Non, je le ferai pas tout de suite. Je vais vous montrer tantôt pourquoi. Là. Je vous avais donné en classe un petit truc là, pour bien savoir comment isoler par la suite. Fait que je vais le laisser là pour l'instant. OK? Je vais pas réduire, je vais le faire dans l'étape d'après. Je vais aller faire ma maille 2, puis ensuite je reviendrai. Donc, maille 2, même logique, là, je tourne dans cette direction-là. Par contre, imaginons que je commence au nœud qui est ici, en haut. Je me déplace, c'est beau, je traverse ma résistance de 100 ohms dans le même sens que le courant I2. Donc, je vais perdre RI. Donc, on va faire moins 100 I2. Puis ensuite, je continue et là, je remonte par le chemin du milieu. Et là, je devais traverser la résistance de 60 ohms dans le sens contraire du courant. Donc, dans le sens contraire du courant, ça veut dire que je vais gagner une différence de potentiel égale à RI. Donc, je vais faire plus 60 I3. OK? Égale à 0. Bon. OK. Là, j'ai 3 équations. Hein? Équation 1, équation 2, équation 3. Pour réussir à déterminer la valeur de chacun des courants, on va faire le truc suivant. Moi c'est le truc que je vous donne. Là. Évidemment, toutes les façons d'isoler sont bonnes, mais bon, je vous donne un chemin assez direct. Le truc, c'est de regarder dans chacune de mes 3 équations, il y a un seul paramètre, il y a une seule valeur de courant qui est présente dans les 3 en même temps. Hein, quand je regarde, c'est I3. I3, il est présent ici, il est présent ici et il est présent ici. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ces deux-là, OK, et je vais isoler l'autre courant I. Donc, dans ce cas-ci, je vais isoler le I1. OK? Première chose que je vais faire, je vais diviser partout par 10. Donc, ça va donner 1 moins 4 I1 moins 6 I3 égale à 0. Je peux faire ça. C'est tous des multiples de 10, ça ici. Puis, j'isole I1. Donc, pour isoler I1, je vais envoyer 4 I1 de ce côté-là. Puis, je vais diviser par 4. Donc, ça va me donner moins 1 moins 6 I3 divisé par 4 égale à I1. Ça, je vais appeler ça mon équation. Ouais, là, c'est pas ça. OK.
Ouais, peu importe. Je vais l'appeler mon équation 2 qui correspond à ma maille 1. C'est un peu mélangeant. J'aurais dû faire attention à mes chiffres, là. Mais bon, c'est pas bien grave. Ensuite, ma maille 2, je vais faire la même chose, mais là, je vais isoler I2. Donc, j'envoie 100 I2 de ce côté-là, puis je divise par 100. Donc, ça va donner 60 I3 divisé par 100 égale à I2. Donc, une autre façon de le dire, c'est que I2 est égal à 6 dixièmes, ou si on veut, je pourrais diviser 6 dixièmes par 2, ça me donnerait 3 cinquièmes de I3. Je vais appeler ça mon équation 3. OK? Donc là, j'ai 3 équations. 1, 2, 3. Là, tout ce qui me reste à faire, c'est de les mettre ensemble, de les combiner en une seule équation pour me permettre d'isoler une valeur. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre l'équation 2 et 3 et je vais les insérer dans mon équation 1. Donc, équation 2 et 3 dans mon équation 1. OK? Donc, I1 qui est là, je le remplace par le I1 qui est là. Donc, 1 moins 6 I3 sur 4 égale. Puis là, je continue. I2 qui est ici, je le remplace par le I2 qui est là. Donc, c'est 3 cinquièmes I3. Là, je reviens ici, plus I3. L'objectif de faire ça, c'est, voyez-vous, là, maintenant, j'ai une équation qui est seulement inconnue en I3. Donc, on est capable d'isoler I3 de cette équation-là. Bon, je ne le ferai pas au long, là, vous êtes en mesure de le faire, mais comprenez que là, c'est juste des mathématiques. Là. C'est de l'algèbre. On vient isoler I3. Donc, je vais vous donner la réponse ici. On isole, on trouve I3 qui vaut 0,0806 ampères. Là, ensuite, la suite logique, c'est que maintenant que j'ai I3, regardez dans mon équation 2 et dans mon équation 3, comment ça va être facile de retrouver l'autre paramètre. Ben oui, parce que I1 est déjà isolé en fonction de I3 et I2 est déjà isolé en fonction de I3. Donc, je prends mon résultat de I3, je viens le rentrer ici à la place du I3 qui est là, j'isole I1. On obtient I1 égale à 0,129 ampères. Ensuite, même chose avec mon équation ici. Je prends mon I3 qui est là, puis je l'insère ici, à la place du I3 qui est là. On isole. I2, ça donne 0,0484 ampères. Voilà, fin du problème. OK, on enchaîne avec le problème numéro 3. Pour le circuit ci-contre, les valeurs des résistances sont R1 égale 9, R2 c'est 12, 6 ohms pour la 3, 12 pour la 4 et 8 ohms pour la 5. On dit aussi que l'ampèremètre indique une valeur de 0,6 ampères. Ça, c'est très important, ça. Parce que ce que ça nous indique, c'est que ça nous donne le courant qui est fourni par la pile. Ben oui, parce que le courant d'une branche est partout la même. Hein? Fait que si je pars du nœud qui est ici, puis je me déplace comme ceci, tac, 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 ben entre ces trois bouts de fil-là, ben le courant est partout pareil. Donc, lui, il indique 0,6 ampères, donc le courant continue. Il traverse la pile, c'est ce que la pile fournit, puis il traverse R1, c'est le courant qui traverse R1. Donc ça, c'est vraiment là une information super importante. La question ici, trouver l'électromotance de la pile. Bon, on a vu un truc sensiblement direct pour trouver l'électromotance fournie par la pile, c'est de réduire le circuit. Parce que quand on réduit le circuit, puis qu'on trouve la résistance équivalente, ben, on peut appliquer ensuite une loi d'Ohm, delta V égale à RI, aux bornes de la résistance équivalente, et ça nous donne essentiellement là, le courant I qui est émis par la pile. L'affaire, c'est qu'on le sait, c'est quoi le courant émis par la pile ici, c'est l'ampèremètre qui nous le donne. C'est 0,6 ampères. Donc, notre inconnu, ça va être le delta V fourni par la pile. Okay? Donc,
On va commencer tout simplement par réduire notre circuit là, pour obtenir la résistance équivalente de tout ça. R2, R3, R4 et R5. Bon, première chose, on peut voir que les deux résistances R3 et R4 sont en parallèle, hein, parce que si on, je le ferai pas là, mais si on s'imagine là bon tiens, je vais le faire bien rapidement. Si on dessine la zone de potentiel constant ici, puis une zone de potentiel constant ici. Bon, voyez-vous, aux bornes de R4, j'ai une différence de potentiel qui est la même qu'aux bornes de R3, parce que leurs bornes font partie des mêmes deux régions de potentiel constant. Donc R3 et R4 sont en parallèle. Fait que si je veux, R3, R4, je peux réduire ça tout de suite. Je vais dessiner plus petit, là, parce que je vais manquer de place. Ça, je remplace R3, R4 par R3, 4. Et ensuite, ici, ben, il me reste la R5 qui est en bas. R2, c'est R1. OK. Et ma R3, 4, je l'obtiens en faisant le calcul d'une résistance équivalente en parallèle. Donc là, dans mes données, on me dit que R3, ça vaut 6 ohms, donc 1 sur 6, plus 1 sur la R4, ça c'est 1/12. Tout ça à la moins 1. On fait le calcul et ça nous donne une résistance équivalente de 4 ohms. Ensuite, je reprends mon circuit ici, puis là, on voit que R3, 4 et R5 sont en série. Hein? Le courant qui traverse R3, 4 n'a pas le choix de continuer et traverser R5. Donc, ces deux-là sont en série. Donc, je vais remplacer ces deux-là par une seule. J'ai mon R1, mon R2 qui est ici, dans le centre, il ne change pas. Là. Fait que celle-là ici, ça va être R3, 4, 5. Comme ça. Là, ma R5 ben, est rendue à l'intérieur de la R3, 4, 5. Et donc là, la R3, 4, 5, ben, c'est tout simplement l'addition de la R3, 4 qui vaut 4, plus la valeur de la R5 qui vaut 8. Donc 4 plus 8, 12 ohms. Ensuite, je regarde mon circuit ici. R2 et R3, 4, 5 sont en parallèle. Donc, je peux encore réduire le circuit. R1 en haut, bouge pas. Puis ça ici, c'est R2, 3, 4, 5. Et donc, R2, 3, 4, 5, on l'obtient avec R2 et R3, 4, 5 qui sont en parallèle. Donc, R2, ça vaut 12, donc 1/12, plus 1 sur R3, 4, 5 qui vaut aussi 12. Tout ça à la moins 1, ça nous donne 6 ohms. OK. Dernière étape. Voyez-vous, R1 et R2, 3, 4, 5 sont en série. Donc, si je veux, je peux remplacer tout ça là, par ma source, puis une seule résistance que j'appelle la résistance équivalente. OK? La résistance équivalente, je vais donc l'obtenir en additionnant directement R1 et R2, 3, 4, 5 parce que c'est en série. Donc, c'est tout simplement l'addition des deux. R1, c'est 9. R2, 3, 4, 5, c'est 6. 9 plus 6, 15 ohms. Bon, ma résistance équivalente, c'est 15 ohms. Pourquoi je fais tout ça? Je vous rappelle que c'est pour appliquer la loi d'Ohm avec mon circuit complètement réduit. Là, parce que mon circuit complètement réduit... Je peux appliquer ça ici, delta V égale à RI, mais mon delta V qui est aux bornes de la résistance ici, c'est directement égal au delta V qui est fourni par la pile. Donc mon delta V, je peux le remplacer par epsilon 1. Égal à ma résistance équivalente, ben ma résistance équivalente c'est 15. Et mon courant I, souvenez-vous, courant I, on le connaît parce qu'on nous dit que l'ampèremètre qui est là indique 0.6 ampères. Ça veut dire que le courant qui passe dans la branche de gauche ici, c'est 0.6 ampères. OK? Donc, ça veut dire que la pile fournit 0.6 ampères. Donc, mon courant I, je le connais. 0.6. 15 fois 0.6, ça me donne la réponse. 9 volts. Et voilà ce que la pile fournit. Ben, pas qu'elle fournit, mais voilà la différence de potentiel aux bornes de la pile. Autrement dit, l'électromotance de la pile. OK? Ça, c'est pour le A. Maintenant, pour le B. Bon, le B, il n'est pas si évident que ça. Parce que là, ce qu'il faut qu'on fasse, je vais revenir sur mon schéma que j'avais dessiné ici.
On a 2 points sur le circuit, là. On a le point B, puis on a le point A. OK? Et la question, c'est de trouver la valeur de la différence de potentiel VB moins VA. OK? Donc là, essentiellement, ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on voudrait connaître la différence entre les régions de potentiel B. La région de B, c'est juste cette petite région-là. Là. Une petite affaire de rien. Puis la région A, ben, je l'avais déjà encerclée sur mon premier schéma. C'est ça. Là. OK? Donc moi, je veux le potentiel de ce point-là moins le potentiel de ce point-là. Donc là, pour réussir à faire ça, il y a multiples possibilités. Je pourrais décider de mettre une mise à la terre à quelque part et ensuite là de venir trouver le potentiel dans chacune des régions. Puis à la fin, quand j'ai le potentiel dans chacune des régions, ben il me reste juste à faire le potentiel de la région B moins le potentiel de la région A. Et voilà ma réponse. Sauf que on peut le faire aussi d'une façon moitié Kirchhoff, moitié potentiel. OK? Puis moi, c'est ce que je vais faire juste pour vous montrer qu'on peut faire un peu comme on veut, là, finalement, du moment qu'on est logique avec notre méthode. Bon. Quand on dit trouver la valeur de VB moins VA, ça veut dire qu'on cherche delta V de A vers B. De A vers B, parce qu'un delta, n'oubliez pas que delta veut dire valeur finale moins initiale. Ça veut dire que je suis parti du point A pour me rendre au point B. Donc ça, c'est égal au potentiel B moins le potentiel A. OK? Mais là, l'affaire, c'est que pour faire le chemin de A à B, je peux utiliser le chemin que je veux. Je pourrais passer à partir du point A, je pourrais décider de monter comme ça par en haut, traverser R4, puis ensuite me déplacer vers la gauche jusqu'à temps que je rentre le point B. Je pourrais aussi partir du point A, passer à travers R3, aller vers la gauche, revenir au point B. Je pourrais aussi traverser R5, ensuite traverser R2, ensuite traverser R1. Ou je pourrais aussi tout simplement passer du point A, traverser R5, continuer tout droit ici, puis je traverse la pile, puis j'arrive au point B. Et ça, moi, c'est ce que je vais faire. OK? Donc, je vous le redessine ici, là. Je pars du point A. Je me déplace dans cette direction-là. Hein. Je parcours le bout de fil qui est là. Donc là, en faisant ça, je vais évidemment traverser R5. Puis, éventuellement, je vais remonter. Je vais traverser ma pile que je sais maintenant qu'elle vaut 9 volts. Pour arriver au point B. Okay? Donc ça c'est le bout de chemin que j'ai décidé de prendre. Donc ça veut dire que quand je vais faire mon morceau de Kirchhoff, je mets ça entre guillemets parce que c'est comme c'est le même concept qu'on a vu dans Kirchhoff, mais je fais pas une maille complète fermée. Okay? Donc ça veut dire que si je pars du point A pour me rendre au point B, je fais ceci, là, dans le fond, delta V A vers B. Ben, c'est comme si je parcours le chemin comme ça. Je traverse R5. Ensuite, je continue. Je traverse 9 volts. J'arrive au point B. OK? Sauf que là, je vais devoir soit ajouter ou soustraire différence de potentiel de R5. Puis, je vais devoir ajouter différence de potentiel de la pile. Donc, ajouter 9 volts. Okay? Donc, pour savoir est-ce qu'il faut que j'additionne R5i ou j'enlève R5i, ben là, il va falloir qu'on vienne sur notre schéma puis qu'on fasse des hypothèses de courant. Encore une fois, on a une seule source, donc on a quand même une bonne idée de par où va aller le courant. Puis ça, ce que je fais là, à date, peu importe la méthode que vous décidez d'utiliser, on n'a pas le choix, il va falloir faire une hypothèse de courant. Que vous fassiez une loi des mailles au complet, le Kirchhoff pur, ou bien que vous fassiez une définition de zone de potentiel constant, ça aussi, vous n'aurez pas le choix. Vous devrez trouver des courants. Donc, le courant qui sort de la pile, je vais l'appeler I1. Ensuite, rendu au point, au nœud ici, le courant I1 va se séparer en deux.
je vais avoir un courant I2 qui va aller vers le bas et un courant I3 qui va continuer dans le bout de fil qui est là, ici. Ensuite, le courant I3 qui arrive au nœud ici, là. Ben, ce I3-là, il va se séparer encore une fois en deux courants. Mettons que j'appelle I4 le courant qui continue tout droit et j'appelle I5 le courant qui descend à travers I3. Ça veut dire aussi que la résistance R5 est parcourue par I3. OK, ça, pourquoi c'est le cas? C'est peut-être pas évident, mais regardez bien. I3 ici, qui est en haut, là, il va se séparer en I4 et en I5. Donc, ça veut dire que I3 égale à I4 plus I5. Ensuite, I4 va continuer de circuler ici, puis il va revenir au nœud d'en bas. I5 aussi, il va revenir au nœud d'en bas. Donc, au nœud en bas ici, I4 et I5 vont se recombiner pour donner un nouveau courant qui va passer vers la gauche comme ça. Mais ce nouveau courant-là, ben, ça n'a pas le choix d'être I3. Parce que ici, le courant I3 s'est divisé en I4 et I5. Donc, quand I4 et I5 vont se réadditionner ensemble, ben, ça va redonner exactement la valeur de I3. Là. Donc, c'est pour ça que j'ai le courant I3 qui passe ici là, à travers la résistance R5. Donc, pourquoi j'avais besoin de ça? Ben, c'est parce que maintenant, je sais que, si je reviens ici, là, je sais que le courant qui traverse ma résistance R5, je le sais que c'est du courant I3. Donc, je le sais maintenant que quand je vais faire mon chemin de A à B, ma différence de potentiel totale de A à B, ça va être moins le delta V de R5, c'est-à-dire moins R5 I3, plus l'électromotance de la pile. Donc, plus 9 volts là, dans ce cas-ci. Okay? Bon, là, mon inconnu que je cherche ultimement, c'est delta V de A vers B. Parce que ça, c'est égal à VB moins VA, c'est exactement ce qu'on me demande dans l'énoncé. R5, je connais, la valeur est donnée dans l'énoncé. Mais I3, connais pas. Connais pas le I3 qui est là. Donc, malheureusement, ici, il va falloir faire un petit détour pour venir trouver ce I3-là. OK? Et pour trouver ce I3-là, ben moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une seule maille de Kirchhoff. Donc, voyez-vous, c'est pour ça que je dis que j'ai une méthode un peu hybride ici. Je fais un peu de Kirchhoff, puis je fais un peu de région de potentiel constant, dépendamment des cas. Okay? Donc, je vais faire la maille 1 qui est ici. Juste cette maille-là. Les autres, je ne regarderai même pas. Juste cette maille-là. Après ça, je vais faire juste des lois des nœuds pour trouver c'est quoi le I3 qui est là. Okay? Donc, quand je fais cette maille-là, là, mettons que je pars juste avant la pile, ben, on va additionner epsilon 1. On va enlever R1, I1. Et on va enlever R2, I2. Tout ça égale à 0. Bon. Epsilon 1, ça vaut 9. R1, ça vaut 9. I1, je le sais que ça vaut 0.6. C'est donné dans l'énoncé, je vous le rappelle. Moins R2 qui vaut 12 fois le courant I2 que je ne connais pas. Donc, mon courant I2 qui descend dans le centre ici. Donc, de cette équation-là, vous voyez bien que notre seul inconnu, c'est I2. Donc, on va venir isoler ce courant I2-là. On trouve 0,3 ampères. Ensuite, avec ce I2-là et le I1 que j'avais déjà, je peux trouver I3. Parce que regardez le nœud qui est ici en haut. Là. Mon courant I1 qui rentre va se séparer en I2 et I3. Donc ça veut dire que I1 doit être égal à la somme de I2 plus I3. I1, ça vaut 0.6. I2, ça vaut 0.3. Donc, I3, ben, on n'a pas le choix. I3 va aussi valoir 0.3 ampères. Maintenant que j'ai mon courant 0.3 ampères, je peux revenir ici.
Donc, ma différence de potentiel B moins A, c'est égal à moins R5 qui vaut 8 fois I3 qui vaut 0.3 plus 9. Moins 8 fois 0.3 plus 9, ça me donne 6,6 volts. Et c'est la réponse. Okay. Donc, ici, j'insiste, là, j'ai eu une méthode un peu qui peut vous sembler désordonnée. Oui, effectivement. Mais vraiment, peu importe la méthode que vous utilisez, vous allez toujours revenir sur cette valeur-là, tout le temps. OK? Que vous décidiez de faire seulement Kirchhoff, j'ai pas voulu faire ça seulement Kirchhoff parce que il y a beaucoup de nœuds ici. J'ai 4 nœuds. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 branches. Donc, j'aurais pas eu le goût de faire purement Kirchhoff ici. Mais j'aurais pu, puis ça m'aurait permis de trouver tous les courants, puis toutes les... c'est ça, toutes les lois des mailles, donc tous les courants. J'aurais pu. J'aurais perdu beaucoup de temps pour rien, parce que dans le fond, tout ce que je voulais, c'est I3. Fait que le I4 puis le I5, finalement, je m'en fous, là. Il me servait à rien. Je voulais juste le I3. Fait que c'est pour ça que j'ai pas fait Kirchhoff au complet. J'ai juste fait Kirchhoff jusqu'à temps que je trouve I3. Un coup que j'ai eu I3, ben là, j'ai fait ma méthode de différence de potentiel là, qui s'additionne ou qui se soustrait aux bornes de chaque élément pour aller du point A au point B, tout simplement. OK? Donc, voilà pour le numéro 3. On enchaîne maintenant avec le numéro 4. Numéro 4 qui va permettre de pratiquer plusieurs choses là, dans un seul problème, là. Donc, on a un circuit ici de charge-décharge là, de condensateur. Hein. On a une source de 12 volts, une résistance de 4000 ohms, puis un condensateur de 1200 microfarads. OK, là on dit on ferme l'interrupteur pendant une très longue période de temps. Donc ça veut essentiellement dire qu'on va remplir le condensateur. Ensuite, à T égale à 0, on ouvre l'interrupteur. Donc quand on ouvre l'interrupteur, ça veut dire que la pile ne fait plus partie du circuit parce qu'il n'y a plus de courant qui peut passer par ici. Donc là, tout ce qui va rester, c'est le condensateur et la résistance. Donc là, on est dans une situation de décharge. Parce que initialement, mon condensateur était plein. Parce qu'on dit qu'on l'a fermé pendant très longtemps, donc il s'est rempli. Puis ensuite, on ouvre l'interrupteur. Donc là, les charges accumulées dans lui vont se décharger à travers la résistance qui est là. OK? Et là, deux petites questions. Première question, à quel instant T en seconde la puissance dissipée par le résisteur sera-t-elle de 6,25 milliwatts? OK. Donc, quand je dis on pratique plusieurs choses, on pratique la puissance, on pratique la vitesse de dérive, puis on va même pratiquer les condensateurs. Donc, la puissance d'un résisteur, on a vu comme 3 équations pour ça, là. Ben, moi, ce que je sais, c'est que peu importe le temps de décharge de mon montage, cette équation-là va être bonne. Et, dans le fond, je l'utilise celle-là parce que je connais la puissance, on me le donne dans l'énoncé. On dit 6,25 milliwatts. Ben, 6,25 milliwatts, là, c'est... Dans le fond, c'est 6,25 fois 10 à la moins 3 watts. Bon, je ne mettrai pas l'unité dans mon calcul, là, c'est juste... Bon, c'est parce que j'ai besoin d'une puissance en watts. Égal. Résistance, on me la donne dans l'énoncé, c'est 4000. Fois le courant I. Bon. Mais là... J'utilise ça parce que, dans le fond, je peux venir isoler mon courant I ici. Donc, je fais ça. Je vous laisse le pitonner, là. Moi, je l'ai fait au préalable ici. On trouve donc un courant de 0,00125 ampères. OK? Donc, quand on dit dans l'énoncé à quel instant la puissance va être de 6,25 milliwatts, ben ça va arriver lorsque mon courant va être de 0,00125 ampères. Maintenant, il faut que j'apprenne à quel moment T est-ce que mon courant va valoir ça.
Parce qu'oubliez pas qu'un condensateur qui se charge ou qui se décharge, son courant n'est pas constant. Son courant va varier selon l'équation suivante. QCC sur taux fois l'exponentielle de moins T sur taux. Hein? Ça, c'est le courant de charge ou de décharge, c'est la même équation, là, d'un condensateur en fonction du temps. Le temps, il est là. Okay? Mais moi, je viens de dire que je veux savoir à quel instant mon courant est égal à 0.00125 ampères. Donc, dans le fond, je viens de trouver le courant I de cette équation-là. Okay? Dans cette équation-là, il y a d'autres choses que je ne connais pas. Par exemple, QCC. QCC, ben là, bonne affaire, on a vu une équation pour ça. QCC, c'est la valeur de la capacité fois la différence de potentiel à ses bornes à l'instant T égale à 0. Ben, à l'instant T égale à 0, le epsilon, la différence de potentiel, c'était 12 volts parce que la pile était initialement branchée au condensateur. Donc, la capacité de mon condensateur, c'est 1200 microfarad. 1200 microfarad, c'est x 10 à la moins 6. Multiplié par epsilon, qui est mon 12 volts. Je fais le calcul, ça me donne 0,0144 coulombs. Hein, c'est une charge complètement chargée. C'est la charge initiale qu'il y avait à l'intérieur de mon condensateur. Donc ça, c'est mon QCC qui est là. L'autre chose que je ne connais pas, c'est taux. Donc, on va venir calculer taux. Mais ça aussi, ça s'appelle constante de temps du condensateur. On a vu une petite équation pour ça. Elle est dans votre feuille de formule. C'est la résistance fois la capacité. La résistance de mon circuit, c'est 4000 ohms. La capacité de mon condensateur, c'est 1200 micros. Donc, il faut dire c'est la moins 6. Je fais ce calcul-là. Ça me donne une constante de temps de 4,8 secondes. Là, ce que je viens de faire, c'est que dans le fond, je viens de tout déterminer mes inconnus ici. Courant I, je l'ai trouvé. QCC, je l'ai trouvé. Taux, je l'ai trouvé. Donc, mon seul inconnu qui reste, c'est T. Le temps T, c'est ce que je cherche. Donc, je prends cette équation-là, puis je remplace avec les valeurs que j'ai là. Donc, je vais avoir 0.00125 est égal à QCC qui vaut 0.0144 divisé par taux qui vaut 4.8 fois l'exponentielle de moins temps sur taux. Donc, sur 4.8. De cette équation-là, je vous laisse faire l'algèbre, on isole le temps T et on trouve la réponse, c'est-à-dire 4.202 secondes. Réponse du 4A. Pour le B maintenant, quelle sera alors la vitesse de dérive des électrons dans les fils conducteurs? Et on rajoute quelques informations. Les fils sont en cuivre et possèdent un rayon de 1 mm. Le cuivre a une masse volumique de 8,94 g par cm3, une masse molaire de 63,55 g par mol et un électron libre par atome. N'oubliez pas le nombre d'Avogadro, 6,02, 10, 23 atomes par mol. Bon, donc ça, on se souvient comment faire. Il faut se bâtir une espèce d'équation là, en manipulant les unités. Parce que moi, ce que je veux, dans le fond, c'est pouvoir utiliser l'équation suivante. Cette équation-là est dans la feuille de formule. Là. Le courant I est égal à N fois E fois A fois la vitesse de dérive. En fait, je pense que dans votre feuille de formule, peut-être que la vitesse de dérive a été isolée dans votre feuille de formule. C'est peut-être... Ouais, je pense que oui. Enfin, dans tous les cas, c'est notre équation. VD isolé ou bien I isolé, là, vous comprenez que c'est la même équation. Donc, c'est l'équation qu'il faut que j'utilise. Le courant I, je l'ai trouvé en A, c'est cette valeur-là, ça va. La difficulté, c'est le N, hein, la densité d'électrons. C'est ça la difficulté ici. E, c'est la charge élémentaire de l'électron, donc il n'y a pas de problème. A, c'est l'air de la section du fil, donc c'est comme si mon crayon, c'était mon fil, là, puis je coupe mon fil à une extrémité, puis je regarde sa section ici, c'est l'air du petit cercle du fil, finalement. Ça, c'est le A qui est là. Puis vitesse de dérive, ben, c'est ce qu'on cherche dans notre problème. OK? Donc, si j'isole la vitesse de dérive ici, je vais obtenir
courant I sur NEA. Ouais, je pense que dans votre feuille de formule, elle est sous cette forme-là. Enfin, dans tous les cas, c'est pareil, là, c'est la même équation. Donc, la difficulté ici, c'est de venir trouver N. N, la densité d'électrons. On rappelle qu'une densité d'électrons, c'est un nombre d'électrons libres par mètre cube. Okay? Donc là, il faut utiliser les données qu'on nous donne dans l'énoncé pour trouver le nombre d'électrons libres par mètre cube. Alors, on va commencer par... Essentiellement, je peux commencer par ce que je veux. Moi, j'aime bien commencer par l'information du nombre d'électrons libres par atome. Bon, c'est du cuivre, donc dans le cuivre, on a un électron libre par atome. Un électron libre par atome. J'aime commencer par le nombre d'électrons libres par atome parce que le N, je veux un nombre d'électrons libres par mètre cube. Fait que j'ai déjà ma bonne unité au numérateur, c'est-à-dire le nombre d'électrons libres. Fait que c'est aussi bien de le laisser là, dès le début. Okay? Ensuite, il faut que j'annule mon unité atome avec une des valeurs qu'on me donne dans l'énoncé. Donc là, quand je regarde mes valeurs, la seule autre valeur qui contient l'unité atome, c'est mon nombre d'Avogadro, qui dit qu'on a 6.02 1023 atomes par mol. Donc, je vais multiplier mon 1 électron libre par atome par 6.02 1023 atomes par mol. OK? Donc là, ce qui va se passer, c'est que les atomes au dénominateur ici vont annuler les atomes au numérateur là. Donc là, je me retrouve avec des électrons libres par mol. C'est pas fini, parce que électrons libres par mol, c'est pas ça que je veux. Donc, je veux annuler mes mols. Donc, pour annuler mes mols, ben là, on va utiliser la donnée qui est ici. 63,55 grammes par mol pour une mol de cuivre. Évidemment, ça s'applique seulement au cuivre ici, là. OK? Donc, là, il faut faire attention, parce que les mols que j'ai ici sont au dénominateur. Donc, si je veux annuler mes mols au dénominateur, il faut que je multiplie par quelque chose qui a des mols au numérateur. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que j'inverse le rapport qu'on me donne ici, là. 63,55 grammes par mol, moi, je veux les mols en haut. OK? Mais c'est pas compliqué, là. Dans le fond, ce que je fais, c'est que mon 63,55 grammes, je le mets en bas. Puis en haut, ben j'ai une mol, dans le fond. OK? Tout simplement. Fait que là, ce qui va se passer, c'est que les mols vont s'annuler. Puis là, je suis rendu avec des électrons libres par gramme. Donc, je veux annuler des grammes maintenant. Là, je suis rendu ici. 8,94 grammes par centimètre cube. Donc, je vais multiplier ceci par 8,94 grammes par centimètre cube. Ben, c'est un sous-entendu centimètre cube. Donc, les grammes annulent les grammes. Et là, je suis rendu avec des électrons libres par centimètre cube. Ma dernière étape, c'est de transformer mes centimètres cubes en mètres cubes. Quand j'aurai fait ça, mon N va être des électrons libres par mètre cube. C'est exactement ça que je veux. C'est ça, une densité d'électrons libres. OK? Donc, pour faire ça, là j'ai plus de place, fait que je vais l'écrire ici. Là, je vais le multiplier ici, mais c'est la suite de ma ligne. Donc là, il faut que je sache il y a combien de centimètres cubes à l'intérieur d'un mètre cube. Bon, ça c'est de la révision du secondaire. Hein? Quand on regarde les longueurs toutes seules, 1 mètre contient, je vais l'écrire, 1 mètre contient 100 centimètres. Là, les centimètres, je les mets au numérateur parce que je veux éventuellement annuler les centimètres cubes qui sont là. 1 mètre contient 100 centimètres. Mais moi, je veux des cubes. Je veux des mètres cubes et des centimètres cubes. Donc, il faut que je mette au cube la valeur 1 mètre. 1 mètre à la 3, ça va me donner 1 mètre cube. Il faut aussi que je fasse la même chose avec l'équivalent, c'est-à-dire 100 cm. Si je mets 100 cm à la 3, ben oui, je vais avoir des centimètres cubes, ce qui est correct, parce que les centimètres cubes vont s'annuler. Mais ça fait aussi que mon 100 sera élevé à la 3. Donc là, si vous le pitonnez, 100 à la 3, ça me donne
1 million. Ouais, c'est ça. Dans 1 mètre cube, il y a 1 million de centimètres cubes. OK? Donc là, quand on fait ça, ben, tout ce qui me reste à faire, c'est la multiplication de toutes mes valeurs qui sont là. Donc 1 fois 6.02 10 23 divisé par 63.5 multiplié par 8.94 multiplié par 1 million. On fait le calcul de ce n-là là, et ça me donne 8.47 fois 10 à la 28 électrons libres par mètre cube. Quand j'ai ça, ben là, je peux revenir dans ma petite équation ici. Moi, je cherche ma vitesse de dérive. Donc, vitesse de dérive est égale à mon courant I que j'ai trouvé dans mon énoncé en A, là, c'est-à-dire 0.00125 ampères, divisé par ma densité électronique, 8.47 10 à la 28, fois E, qui est la charge élémentaire, 1.6 10 à la moins 19, fois A. A, je rappelle que c'est l'aire du cercle de la section de votre fil. Donc, vous prenez votre fil puis vous regardez le petit cercle là, quand vous le regardez de face. Ben, c'est l'aire d'un cercle. Donc, c'est pi r carré. Donc, c'est pi fois le rayon du fil. Et le rayon du fil est donné dans l'énoncé. Les fils sont en cuivre et possèdent un rayon de 1 mm. Donc, pi fois 0.001 au carré. 1 mm en mètre, hein, c'est 0.001 au carré. Donc, on pitonne tout ça, tout ce qui nous reste à faire, puis on obtient la réponse. 2.936 fois 10 à la moins 8 mètres par seconde. Et c'est la fin de notre examen formatif. Donc, on me posait la question, est-ce que l'examen formatif est représentatif de l'examen 2 qui vous attend? Oui. Ça va être un... Bon, il y a quand même 2 gros numéros, je pense. Surtout le numéro 3, c'est le gros numéro. C'est vraiment le gros numéro dans l'examen ici, là. Par contre, je considère que le numéro 1, c'est un petit numéro. Ça, là, ça devrait pas vous prendre plus que 10 minutes faire ça. Numéro 2, c'est moyen court, mettons. Je considère pas que c'est un numéro qui est long, ça. Quand on sait comment faire, on applique Kirchhoff, puis c'est tout, là. OK? Numéro 3, c'est un long numéro. Numéro 4, on pourrait quand même l'intégrer. On pourrait quand même appeler ça un long numéro. Mettons un moyen long. OK? Donc, oui, c'est semblable à ce que vous allez avoir à l'examen 2. Je vous dirais, vous pouvez vous attendre à avoir à peu près ça, là, 4 numéros comme ça, et quelques choix de réponse. Des vrais ou faux, peut-être 1 ou 2 choix de réponse A, B, C, D, quelque chose comme ça. OK? Donc, là, j'ai pas mis de révision de choix de réponse, mais pour vous préparer au choix de réponse, ben, allez faire toutes les Vox Pop qu'on a vues dans le chapitre 3. C'est vraiment une excellente banque de choix de réponse, ça. J'ai beau inventer des choix de réponse, ça risque de ressembler aux Vox Pop qu'on a fait en classe. OK? Donc, voilà pour ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser la question soit en commentaire, soit en mio. Si ça concerne exactement l'examen formatif qu'on vient de faire, peut-être prioriser les commentaires YouTube. Comme ça permet aux autres qui pourraient peut-être se poser la même question de voir la question et la réponse. Alors là-dessus, bonne préparation. Et puis, cette semaine, là, je vais vous remettre une simulation d'évaluation juste pour qu'on se pratique à faire le processus là, d'aller chercher l'examen, de le remettre au bon endroit. T'sais. Comme ça, la portion remise d'examen de façon virtuelle va être déjà là, gérée pour vous. Là, donc, ça va être un stress de moins pour vendredi. Alors, on se laisse là-dessus. Portez-vous bien et bon travail.